Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Dans un peu plus d'un mois s'ouvrira la grande messe footballistique de la Coupe du Monde au Qatar. D'habitude un événement joyeux et rassembleur. Notre équipe de Suisse compte d'ailleurs y jouer les premiers rôles. Mais cette année, il faut bien dire que la bière et les chips devant la télé n'auront pas le même goût que d'habitude. Plusieurs villes suisses, dont Lausanne et Neuchâtel, ont d'ailleurs annoncé qu'elles renoncent à offrir des fan zones pour des raisons politiques. Il y a bien sûr l'aberration climatique des matchs joués dans un pays désertique. La construction des stades climatisés et l'organisation de cette Coupe du Monde a généré un véritable esclavage contemporain. On parle de 6500 ouvriers migrants morts sur les chantiers. Et vous allez le voir, les conditions de travail sur place sont juste indignes de notre époque. Mais dans le fond, comment en est-on arrivé là? C'est aussi ce que vous révèle le reportage de ce soir réalisé par nos confrères de France 2. Vous allez découvrir les coulisses du deal, les petits arrangements discrets, les hommes d'affaires et les politiques, en particulier en France, qui ont permis pour leur avantage que le football touche ainsi le fond avec cette Coupe du Monde de la honte. Regardez. Bonjour Monsieur Platini. Monsieur Platini, votre état d'esprit ce matin? Pas de compter, merci. Comment vous vous sentez Monsieur Platini? Pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? Pardon, merci. Merci. Quelle belle journée. Cette belle journée, il l'attend depuis 7 ans. En ce début juin, s'ouvre à Bellinzo le procès de Michel Platini. La légende du football français va être jugée pour escroquerie. Avec lui sur le banc des accusés, son ex-mentor devenu son pire ennemi, Sepp Blatter. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? L'enjeu de ce procès, un virement suspect de 2 millions de francs suisses émis par Sepp Blatter, alors président de la FIFA, au profit de Michel Platini. Selon les deux hommes, il s'agirait du paiement d'un contrat oral, passé 10 ans plus tôt, sans témoin ni trace écrite. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Ces fameux 2 millions, la justice française s'y intéresse aussi. Aurait-il un lien avec la Coupe du Monde 2022 ? Le parquet national financier émet une hypothèse. Il pourrait s'agir d'une récompense des Qataris à Michel Platini. Son soutien aurait permis au petit pays du Golfe de décrocher le mondial. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2 millions que vous recevez et votre vote pour le Qatar? Un lien pour les 2 millions que je reçois de qui? De M. Blatter. De la FIFA, oui. Mais M. Blatter, il était pour les États-Unis. Je ne vois pas pourquoi il me donnerait de l'argent pour voter pour le Qatar. Puis si j'étais un vrai pourri, un vrai corrompu, et vraiment corrompu, et vraiment intéressé, j'aurais demandé au Qatar, pas M. Blatter, de me payer. Ils sont un peu plus riches que M. Blatter. La piste suivie par le PNF en Oui, mais 2019 serait celle d'une rétro-commission sur le success fee, vous savez. Le PNF, il se trompe sur tout. Je suis blanc comme neige, je ne suis pas un corrompu, je ne suis pas pourri. Et ils peuvent chercher ce qu'ils veulent, ils trouveront jamais rien parce qu'il n'y a rien. Voilà. Vous êtes assez serein concernant la procédure française. Bon, alors là, encore plus serein que rien, que serein. Après 2 semaines de procès, les deux hommes sont finalement relaxés. Le virement n'est pas illégal. Mais la justice suisse ne s'est pas penchée sur l'origine des fonds. Ça, ce sont les magistrats français qui s'en chargent. Depuis 2016, ils enquêtent sur l'attribution inattendue de la Coupe du Monde au Qatar. The winner is Qatar. Dans quelques semaines, ce pays à peine plus grand que la Corse va lancer sa Coupe du Monde au milieu du désert, dans des stades climatisés. De mémoire de fans de foot, on n'avait jamais vu ça. Un chiffre est dans toutes les têtes, 6500 ouvriers morts sur les chantiers, selon plusieurs ONG. Je ne regarderai pas le mondial, je pense que c'est une histoire répugnante. On se laisse dévorer par l'argent rouge de sang. Des informations sur le Qatar et les droits humains au Qatar. Un peu partout, fleurissent les appels au boycott. C'était une coupe du monde de l'argent, quoi, pour moi. C'est là où il y a le plus d'argent, donc on y va, on regarde pas ce qui se passe à côté. Je trouve ça un peu limite en fait. C'est la coupe du monde de la honte. Même à Doha, ça commence à gronder. Voici de rares images d'ouvriers en colère. Ils n'auraient pas été payés depuis des mois. Des manifestations très vite réprimées. Alors, comment l'Émirat a-t-il réussi son coup? Et quel rôle a joué la France? J'ai applaudi ce choix. J'ai soutenu ce choix. En 2010, Nicolas Sarkozy a-t-il offert la Coupe du Monde à ses amis qataris? J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru le comprendre.
Au cœur des investigations judiciaires, une possible affaire d'État. Face aux nombreuses critiques, le Qatar s'est lancé dans une vaste opération de publicité. Des ambassadeurs de luxe, payés à prix d'or le jurent. This is perfection for me. Tout va mieux. Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de cette Coupe du Monde? Les promesses de l'Émirat sont-elles respectées? Difficile de le savoir, tant le Qatar verrouille sa communication. Cette monarchie est un régime autoritaire, impossible d'y filmer librement. Toutes nos images sont tournées clandestinement. Nous sommes entrés dans le pays en tant que simples touristes. Pour rester discret, pas de caméra, mais un smartphone. D'après l'Émirat, d'énormes progrès ont été faits pour les 2 millions de travailleurs étrangers. Instauration d'un salaire minimum, 280 €, semaine de travail de 48 heures maximum, et surtout des conditions de vie décentes. Voici à quoi ressemblerait désormais le quotidien des ouvriers, à en croire ce clip de promotion réalisé par un géant du BTP qatari. Ce quartier flambant neuf, c'est la vitrine du pays. Promis, les petites mains de la Coupe du Monde sont bien accueillies. Un cadre agréable, fait de jardins, de chambres climatisées et de loisirs. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? Un homme nous a donné rendez-vous. Il sera notre guide. Il vit ici depuis 5 ans. Nous l'appellerons John. Hi, how are you? You? Good to see you, man. Bro, we go to back to Alatia, please. Okay? Ce travailleur africain est à bout. Il a décidé de tout nous montrer. Il nous emmène à 30 minutes du centre-ville de Doha, dans la zone industrielle. Un quartier que les supporters de la Coupe du Monde ne verront jamais. L'endroit est strictement interdit aux caméras. Seule solution pour interviewer John, un taxi. Le conducteur est de mèche. Pour être honnête, c'est très risqué. Car si je me fais attraper aujourd'hui, ils vont m'expulser, ils vont m'arrêter, je perds mon travail, je perds ma vie, je perds tout. Tu risques d'aller en prison ? Oui, mais encore une fois, je pense que si les gens ne savent pas ce que l'on vit ici, alors rien ne changera. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, ça c'est les mecs qui construisent le Qatar. Ouvriers du bâtiment, vigiles, chauffeurs, ils sont plus de 500 000 parqués au milieu des camions, dans la poussière des cimenteries. La zone industrielle de Doha est laissée à l'abandon. Pas de transport en commun, aucun espace vert, que des hommes. Pourquoi ils viennent ici ? Pour gagner leur vie. Ils ont besoin de cet argent. Je vais te dire quelque chose, dans ce pays, tu vas gagner un peu plus que chez toi, mais les conditions de vie, c'est de la merde. On survit. On survit seulement. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'un des pays les plus riches du monde, tout coûte cher. Le salaire minimum, 280 € par mois, permet à peine de subsister. Alors pour se nourrir, des milliers de travailleurs viennent ici chaque jour, au Kachara Market, le marché aux déchets. Elle vient d'où cette nourriture ? C'est les déchets des gros supermarchés. Ce qu'ils jettent à la poubelle, ça termine ici.
Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est des têtes de mouton. Combien ça coûte? C'est 25 rials. 5 € la tête de mouton qui macère sous 35 degrés. Avec leurs sacs plastiques, les commerçants éloignent les nuées de mouches. Les conditions sanitaires sont terribles. Terribles. Tous les travailleurs de la zone industrielle viennent ici. Tu penses que le gouvernement sait tout ça? Ah mais c'est sûr et certain. Dans cette vie de misère, il existe un autre endroit qui n'a jamais été filmé. Les travailleurs étrangers s'y rendent la nuit. Ils le surnomment California, mais on est loin du rêve américain. Tous ces gens assis par terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent de l'alcool. Le Qatar est régi par la charia, la loi islamique. La consommation d'alcool y est strictement encadrée, en théorie. Tout ici est illégal. Personne ne doit voir ta caméra. John est nerveux. La zone est tenue par des revendeurs armés et violents. Des bières? Tu as des bières? 3, donne-en 3. 10 € les 3 bières, hors de prix pour ces Africains qu'on accompagne. Tu crois que les Qataris savent que c'est un lieu où on boit? Bien sûr, ils savent. Il n'y a pas de business que les Qataris ignorent. Ils savent qu'on est ici, qu'on a besoin d'alcool, donc ils doivent nous en vendre. C'est votre seul divertissement? Oui, c'est tout ce qu'il y a dans la zone industrielle. Il n'y a rien d'autre ici. On vient pour évacuer notre stress. Si cet endroit n'existait pas, il y aurait plus de suicides. Ce pays, on l'appelle une prison ouverte. On appelle le Qatar une prison ouverte. Ces hommes se sentent prisonniers car ils sont tous endettés. Pour travailler au Qatar, chacun de ces ouvriers a payé un droit d'entrée à une agence de recrutement. Entre 1 000 et 2 000 € par tête, une somme colossale qu'ils remboursent au fil des mois. John nous présente l'un de ses amis, un agent de sécurité. Hey, comment ça va? Là, tu vas tout droit. Tout droit. À l'abri des regards, il nous confie son calvaire, ému aux larmes. C'est tellement dur. Depuis que vous êtes arrivé au Qatar, vous avez eu combien de jours de repos? 3 jours. En 9 mois? Oui. Seulement 3 jours. Ils vous promettent un bon boulot, mais c'est le contraire. C'est de l'esclavage moderne. Ils s'en fichent des droits de l'homme. Ils s'en fichent de nous. Ici, on travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est vraiment de la torture. Quand j'explique ma situation aux gens, ils me disent « Mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai besoin de cet argent. Je suis piégé. » Endettés, les ouvriers deviennent corvéables à merci. David vit dans ce camp de travailleurs, comme il en existe des milliers. Ils y sont logés par leurs employeurs. En théorie, la législation qatari est très attentive à l'hébergement de ces migrants, comme en atteste cette circulaire ministérielle récente. Dans le monde merveilleux de l'administration qatari, les cuisines sont censées être équipées de lieux de stockage réfrigérés et d'un endroit pour se laver les mains. Dans la cuisine de l'immeuble de David, 2 réchauds pour les 200 hommes qui vivent ici. Concernant les chambres, d'après la loi, l'espace minimum par lit doit être de 6 mètres carrés et ils doivent être séparés par une cloison ou un rideau. Dans la chambre de David, ils sont 7 à cohabiter dans une dizaine de mètres carrés. Selon lui, la climatisation est en panne depuis des mois. Dans la pièce, il fait 35 degrés. La promiscuité est totale, les conditions d'hygiène sommaires.
Pour laver leur linge, nous n'avons vu aucune machine à laver, mais de simples seaux. Et pourtant, à en croire le règlement, il est obligatoire de fournir aux résidents un service complet de blanchisserie. Tous les soirs, ils dînent au milieu des cafards qui infestent l'immeuble. Des conditions de vie bien éloignées de celles affichées par les autorités, et pourtant leur entreprise a été sélectionnée pour assurer la sécurité du mondial. Ces vigiles travailleront pendant la Coupe du Monde. Je sais que les Occidentaux ont beaucoup d'influence sur ce pays. Sans ça, le Qatar n'aurait jamais obtenu cette Coupe du Monde. Ils font du business et c'est la seule chose qui compte, le profit. Mais les gens souffrent. Beaucoup. C'est un message que nous voulons faire passer, nous, les travailleurs migrants. Il faut vraiment que ça change. Qu'en est-il des entreprises françaises installées au Qatar? Leurs salariés sont-ils mieux traités? Un champion tricolore de l'hôtellerie s'est imposé à Doha, le groupe Accor. Il faut dire que les Qataris détiennent 10% des parts de l'entreprise, ils en sont le deuxième actionnaire. Et récemment, Accor a décroché le gros lot dans l'Émirat. Un énorme contrat de gestion de 60 000 chambres, des villas et des appartements dédiés à l'accueil des supporters de la Coupe du Monde. En juin dernier, Sébastien Bazin, PDG d'Accor, est interrogé sur les conditions de vie de ses employés. J'entends beaucoup de gens qui font du Qatar bashing, parce que ça amuse beaucoup de gens, mais j'ai pas vu beaucoup de preuves. Hein. Donc nous, on va tout faire pour que ce Qatar bashing soit en fait totalement erroné. Et je ne parle pas naïvement. Hein, bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'on va faire des erreurs. Mais sur ce qu'on appelle le rapport à l'autre en termes d'interaction humaine, non seulement on sera au rendez-vous, mais vous pouvez dormir tranquille. On va être là pour ces gens-là. Doha compte 7 hôtels estampillés Accor. Peut-on vraiment y dormir la conscience tranquille, comme l'affirme M. Bazin? Nous prenons une chambre au Movenpick, une marque du groupe. Pour dormir dans ce 4 étoiles pendant la Coupe du Monde, les supporters devront débourser plus de 2 000 € la nuit. Nous saluons l'un des agents de sécurité qui ouvre la porte aux clients de l'hôtel. Nous repérons le nom de son entreprise, Al-Batil Security. Cette compagnie est l'un des sous-traitants du groupe Accor. Nous apprenons qu'elle loge ses employés dans la zone industrielle de Doha. Arrivés devant l'immeuble, nous sympathisons avec un vigile du Movenpick. What's your name, my friend? Mon nom est... Nice to meet you, bro. Heureux de te rencontrer. Ça fait combien de temps que tu es au Qatar? Ça fait des mois à ouvrir et fermer les portes du Movenpick. Nous l'interrogeons sur ses conditions de travail. You start at what, 7? Je commence à 7h du matin et je termine à 7h du soir. 12 heures? Oui. Quand je travaille 12 heures, ils doivent me payer des heures supplémentaires. Mais ils ne le font pas. Tu as des jours de repos? Moi, j'ai 2 jours de repos par mois. Certains chanceux ont un jour par semaine, mais ils sont peu nombreux. Comme ses collègues, l'homme affirme travailler 84 heures par semaine, presque 2 fois plus que le temps de travail autorisé. Impossible de consulter leur bulletin de paie, ils n'en reçoivent pas. Tout ça est illégal, mais ils ne peuvent pas se plaindre, ils risqueraient l'expulsion. It's your kitchen? Les sanitaires sont répugnants, l'employeur ne tient pas ses engagements. Salut, comment allez-vous? Ça va, et toi?
Tiens, tu peux t'asseoir? Leur espace vital est insuffisant. Leurs conditions de vie violent toutes les règles du pays concernant le bien-être des ouvriers. Good night, guys. Good night. L'homme s'est résigné à cette vie de forçat. Même si le gouvernement le sait, même si c'est écrit dans les journaux, c'est comme ça depuis des années. On ne pourra jamais changer ça. Que sait le groupe Accor des pratiques de ses sous-traitants? Dans sa propre charte éthique, il s'engage à être un employeur modèle. Accor s'engage à respecter les droits des travailleurs de manière générale et veille à ce que ses prestataires et fournisseurs ne contreviennent pas à ces droits. Vous ne devez jamais passer sous silence une situation révélant que des prestataires ou des fournisseurs d'Accor contreviendraient à ces règles. Le président d'Accor y va même de son petit mot. Au-delà de la performance, Accor a toujours fait la différence en portant des valeurs universelles d'intégrité et de respect. Signé Sébastien Bazin. À plusieurs reprises, nous avons sollicité le PDG d'Accor pour une interview. J'entends beaucoup de gens qui font du Qatar bashing, mais j'ai pas vu beaucoup de preuves. Hein. Nous aurions aimé lui montrer ces fameuses preuves qu'il disait n'avoir jamais vues. Nous avons aussi envoyé une liste de questions très détaillée à leur service de communication. Voici leur réponse. Nous sommes particulièrement attentifs aux conditions de travail de nos collaborateurs. Nous nous assurons, y compris par des audits externes, que leurs conditions d'hébergement sont conformes aux meilleurs standards de l'industrie. Pour connaître les dessous de ce business, nous suivons la piste de l'entreprise de sécurité sous-traitante du groupe Accor. La compagnie se nomme Albatil. Nous décidons de nous y rendre équipés d'une caméra cachée. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Le gérant est égyptien, ses patrons qataris. Nous prétextons vouloir faire du business au Qatar et demandons les tarifs des agents de sécurité. Disons environ 4 000, 4 500 € pour un vigile pour un mois. Tout compris? Oui. Le transport, le logement, la nourriture, il n'y a rien d'autre à payer en plus. 4 000 € facturés aux clients et seulement 400 € de salaire pour le garde. Une affaire très rentable. L'homme nous explique qu'il travaille avec Accor depuis des années. Je vous fais confiance. J'imagine qu'Accor vous a contrôlé et que vous traitez bien vos gardes de sécurité. Oui, c'est vrai. Tu peux être sûr à 100% qu'on fait attention aux droits des travailleurs dans ce business. On a le ministère des droits de l'homme ici au Qatar et tout est surveillé, car la Coupe du Monde arrive vite. Vous allez travailler dans les stades? Ah, si Dieu le veut, car beaucoup d'agences vont candidater. Quand vous êtes arrivé, je travaillais justement sur cet appel d'offres. Sur le dossier Coupe du Monde? Oui, sur le dossier Coupe du Monde. Selon le comité suprême qatari qui gère l'organisation de la Coupe du Monde, près de 25 000 gardes privés participeront à l'événement. Voici de rares images d'ouvriers en colère. Ils n'auraient pas été payés depuis des mois. Des manifestations très vite réprimées. Alors, comment l'Émirat a-t-il réussi son coup? Et quel rôle a joué la France? J'ai applaudi ce choix. Pour comprendre, il faut remonter 10 ans en arrière, au moment de la victoire surprise des Qataris. Nous avons rendez-vous en Suisse avec l'un des acteurs clés de cet épisode. C'est ici, à Zurich, que réside l'ancien pape du football mondial. Bonjour, monsieur Blatter. Et monsieur Faure, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, très bien, merci. Sepp Blatter, 86 ans, a passé 17 ans à la tête de la FIFA. Une gestion controversée qui fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires en Suisse. Il est aujourd'hui retraité. Par quel miracle le Qatar, qui a le plus mauvais dossier de tous les candidats, obtient la Coupe du Monde? Eh ben, si vous êtes croyant et puis qu'on se retrouve
Le jour du dernier jugement, on va demander au bon Dieu pourquoi ça s'est passé. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Quand j'ai dû ouvrir l'enveloppe et puis il y avait Qatar dessus, regardez mon visage, moi j'étais sidéré. Sidéré. C'est toute la planète foot qui est surprise. Le petit pays au climat aride, sans infrastructure ni tradition footballistique, vient de l'emporter face aux États-Unis, grand favori pour 2022. Sepp Blatter a toujours nié avoir apporté son soutien à la candidature qatari. Selon lui, c'est la France qui a joué un rôle majeur dans cette attribution. L'histoire a montré que l'intervention de la présidence française sur un membre du comité exécutif de la FIFA, ça a changé le vote pour le 2022. En 2010, en France, le président s'appelle Nicolas Sarkozy. Comment et pour quelles raisons aurait-il influencé ce vote ? C'est la question que se pose la justice française. Note de l'Élysée, écoute téléphonique, PV d'audition, nous avons eu accès à des documents confidentiels qui dévoilent les coulisses de cette affaire d'État. Tout commence par une rencontre longtemps restée secrète entre un président de la République, un prince arabe et une ancienne gloire du football. Nous sommes le 23 novembre 2010 à Paris, 9 jours avant le vote d'attribution de la Coupe du Monde. Michel Platini a rendez-vous au palais de l'Élysée. Il est alors l'influent patron de l'UEFA, l'Union du football européen. Pour l'occasion, un déjeuner est organisé. Le journaliste Philippe Auclair est le premier à avoir révélé la tenue de ce rendez-vous secret à l'Élysée. Michel Platini débarque à l'Élysée et se retrouve dans un salon privé où le président de la République est en compagnie de Cheikh Tamim, actuel émir du Qatar, mais à l'époque prince héritier, et du tout-puissant, je dis bien tout-puissant, le cerveau, je dirais, de la candidature qatari, à l'époque vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Hamad Ben Jassim. En 2014, pour un portrait de complément d'enquête, Michel Platini évoquait ce déjeuner avec légèreté. C'était avant l'enquête judiciaire. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru le comprendre. Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Nicolas Sarkozy ne vous a jamais demandé de voter pour le Qatar ? Non. Non. Il vous l'a fait comprendre ? Là, il l'a fait comprendre. Il n'y avait pas le président d'Australie à table. Est-ce qu'avant ce rendez-vous, votre choix était déjà fait ? Peut-être, c'est pour ça qu'il a vendu ma voix au Qatar, peut-être. Peut-être qu'il savait que j'allais voter pour le Qatar, oui. Et donc peut-être qu'il a vendu, lui, au nom de la France, ma voix au Qatar pour avoir plein de choses. Avant d'arriver à l'Élysée, Michel Platini avait donc, selon lui, déjà fait son choix, le Qatar. Pourtant, ce document raconte une autre histoire. C'est une note adressée à Nicolas Sarkozy, dont nous avons pu lire le contenu. Objet, la candidature du Qatar à la Coupe du Monde 2022. Le rendez-vous du 23 novembre se fera en 2 séquences. La première, de 12h30 à 13h, entre Michel Platini et le président. Michel Platini devrait être réservé sur cette candidature lors de la première séquence du rendez-vous. Naturellement, devant vos hôtes, sa position doit être plus favorable. À l'époque, l'ancien footballeur semblait donc réticent à soutenir la candidature qatari. Monsieur Blatter, est-ce qu'une seule fois, devant vous, Michel Platini a évoqué l'idée de voter pour le Qatar avant le déjeuner à l'Élysée? Non, jamais. Alors ça, je me rappellerai immédiatement parce que ça m'aurait allumé tous les feux.
Auditionné par les policiers, William Gaillard, l'ancien directeur de la communication de Michel Platini, confirme cette version. C'est faux de dire qu'il a toujours soutenu le Qatar, puisqu'il a même dit aux Américains qu'il voterait pour eux. Il avait une sorte de mépris pour la candidature du Qatar, qu'il trouvait loufoque. Il disait qu'il n'avait même pas d'équipe de foot. Avez-vous constaté une évolution dans son choix en faveur du Qatar? Oui, après le déjeuner à Paris. En sortant de l'Élysée, Sepp Blatter affirme que Michel Platini l'a tout de suite appelé. Qu'est-ce qu'il vous dit précisément? M. Sarkozy a recommandé à Michel Platini de voter pour le Qatar, lui et ses amis. Je lui ai dit, non, c'était une recommandation. Et puis il me dit, si le président de la Suisse te recommanderait une chose comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Et puis moi, j'ai dit, on n'a pas de chef d'État en Suisse. Mais pourquoi Michel Platini est-il ciblé par l'Élysée? La réponse se trouve dans cette autre note destinée au président. Michel Platini a une influence non négligeable sur le vote des membres de la FIFA. Sur les 22 votants pour l'attribution de la Coupe du Monde, Michel Platini serait capable d'apporter 4 voix. Les Qataris ils savent pertinemment que l'influence, le poids de Michel Platini, les arguments qu'il peut développer, sont des arguments qui pourront assurer que le Qatar disposera en effet des voix européennes contre les États-Unis, qui est le candidat, le rival numéro 1. Donc, quand on convainc Platini, on ne fait pas que convaincre un votant, on en convainc 4. Selon les enquêteurs, le vote des Européens aurait pu faire basculer le scrutin. Le 2 décembre, les Qataris l'emportent finalement par 14 voix contre 8. Ces 4 voix ont permis au Qatar d'avoir la Coupe du Monde. Oui. Vous êtes formel. Oui. Pourquoi Nicolas Sarkozy recommande à Michel Platini de... Ça faut demander à Sarkozy, pas à moi. Lors du fameux déjeuner à l'Élysée, le président Sarkozy a-t-il offert la voix de Michel Platini aux Qataris en échange de contrepartie? L'ancien président l'a toujours nié. Une femme connaît les arcanes de cette rencontre. Sophie Dion a été la conseillère sport de Nicolas Sarkozy durant son quinquennat. Dans l'ombre, elle a géré tous les grands dossiers sportifs. C'est elle qui a écrit ces notes, retrouvées à son domicile lors d'une perquisition. Elle figure même sur le plan de table officiel du déjeuner. Témoin capital, elle a toujours refusé de s'exprimer dans les médias sur cette affaire. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Sophie Dion, permanence de campagne. Oui, allô, Madame Dion, Monsieur Faure, journaliste pour France 2. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez un petit moment. Merci. En juin dernier, nous décidons de partir à sa rencontre, en Haute-Savoie, où elle mène campagne pour être élue députée Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Je travaille pour France 2. Ouais. Est-ce qu'on peut se parler une minute? Caméra fermée, ouais. J'aurais souhaité vous poser quelques questions sur le déjeuner qui a eu lieu en novembre 2010 à l'Élysée. J'étais pas au déjeuner. Alors, d'après les notes que les policiers ont trouvées chez vous lors de la perquisition de 2018, vous semblez avoir préparé quand même ce rendez-vous pour Nicolas Sarkozy. Écoutez, non. Ils ont trouvé des notes dans lesquelles... Ah non, mais il y a eu plein de notes, bien sûr. Non, mais est-ce que le but était de convaincre Michel Platini de voter en faveur des Qataris? Ça, je peux pas vous dire, parce que comme je n'étais pas à ce déjeuner, je peux pas vous dire. Mais vous avez nié en bloc, c'est la position adoptée par cette avocate de profession. Quel était le but? Devenue députée en 2012, elle prend la vice-présidence du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée. Quelle était donc la nature de vos relations avec le Qatar? Est-ce que c'était Aucune. Pourtant, vous êtes vice-président du groupe d'amitié, donc je veux dire, est-ce qu'il y a une forme d'amitié entre vous et le gouvernement qatari? Aucune. Nous avons exhumé cette archive datée de mars 2012. On y voit Sophie Dion, heureuse de signer un partenariat entre l'université de la Sorbonne où elle enseigne et une ONG qatari.
que c'est très important que ce partenariat voit le jour. Je crois qu'on peut être très heureux, tant d'un côté que de l'autre. Pour Paris 1, c'est effectivement une très belle nouvelle de pouvoir faire en sorte que des relations fructueuses se nouent et que cela débouche sur des résultats concrets. En garde à vue, Sophie Dion reconnaîtra avoir signé un contrat de 52 000 € pour cette collaboration avec l'ONG Qatari alors qu'elle était toujours en poste à l'Élysée. J'avais un contrat de consultant pour 1 an qui commençait de février 2012 jusqu'à février 2013. Ce contrat prévoyait 4 versements de 13 000 € pour les cours effectués. Comme je l'ai arrêté, je n'ai touché que 13 000 €. La conseillère sport de Nicolas Sarkozy payée par le Qatar, voilà qui interroge Elise Van Beneden. Présidente d'Anticor, son association s'est portée partie civile dans l'affaire du Qatargate. C'est assez étonnant de constater que toutes les personnes, tous les acteurs de ce déjeuner, qu'ils aient été présents ou pas, ont finalement obtenu des avantages, dont on ne sait pas s'ils sont des contreparties, mais en tout cas ont obtenu des avantages. Y aurait-il eu contrepartie en échange du soutien de la France? Une chose est sûre, au menu du déjeuner, il n'y avait pas que le football. Nous avons pu consulter une autre note de l'Élysée, jamais dévoilée. Préparée par la cellule diplomatique, on y découvre les 4 points devant être abordés durant le déjeuner. Il y a la candidature qatari à la Coupe du Monde, bien sûr, mais aussi les contrats d'armement. Sujets bilatéraux prioritaires, vente système de défense antimissile, vente avions de combat. Vendre le nouvel avion de chasse Rafale, à l'époque, c'est la priorité de l'Élysée. Bérangère Bonte est journaliste, spécialiste des liens économiques entre la France et le Qatar. Nicolas Sarkozy, c'est son Graal, vendre les Rafales. C'est comme une Ligue des Champions pour un footballeur. Et la France prend vent sur vent. En Europe, au Brésil, en Asie, il fait chou blanc. Les acheteurs ne se pressent pas, et ça, nos amis qataris l'ont bien compris. 3 semaines avant la rencontre à l'Élysée, ils envoient un message à la France. Vos avions pourraient nous intéresser. L'ironie de l'histoire, c'est quand même que Nicolas Sarkozy ne parviendra pas à conclure cette vente de Rafale, malgré sa proximité avec le Qatar. Évidemment, tout ça prend du temps. Et c'est finalement son successeur, adversaire, qui profitera de cet énorme contrat 6,3 milliards. François Hollande est arrivé ce matin au Qatar, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et de celui de la Défense, Jean-Yves Le Drian. En mai 2015, la commande est signée en grande pompe à Doha. François Hollande rafle la mise. Les Qataris achètent 24 avions Rafale pour plus de 6 milliards d'euros. Dans cette histoire, Nicolas Sarkozy aurait tout de même réalisé un très beau coup. En 2010, son club de cœur, le Paris Saint-Germain, va mal. Proche de la relégation, ses finances sont dans le rouge depuis des années. On a besoin du PSG. On ne peut pas laisser PSG mourir, c'est pas possible. Surtout quand on est Nicolas Sarkozy et qu'on aime le PSG. Ce dossier aurait aussi été évoqué avec les Qataris à l'Élysée. Une des questions dont la justice est aujourd'hui saisie, c'est celle de savoir si Nicolas Sarkozy a abusé de son influence pour obtenir l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, pour que le Qatar, en contrepartie, vienne en aide à un de ses très bons amis, Sébastien Bazin, qui était en difficulté à l'époque, puisqu'il dirigeait un fonds d'investissement qui possédait le PSG et qui perdait des dizaines de millions d'euros depuis des années. Sébastien Bazin, souvenez-vous, c'est le PDG actuel d'Accor qui estime que tout va bien dans l'Émirat. Avant ça, il gérait le fonds d'investissement Colony Capital, qui avait acheté le PSG à Canal+ en 2006 pour 26 millions d'euros. Une très mauvaise affaire selon le businessman Luc Dayan, son concurrent à l'époque.
effectivement, pendant les 5 années, ils ont dû perdre à peu près 70 à 100 millions d'euros pour couvrir les pertes d'exploitation du PSG. Donc la situation n'est pas bonne. Et l'actionnaire même de Colony, le patron de Sébastien Bazin, commence à s'inquiéter de la fin de l'histoire. C'est quand même un fonds d'investissement. En 2011, le club est dans la tourmente, mais coup de théâtre. Fait officiel, le PSG appartient aux Qataris. Malgré les pertes, Sébastien Bazin réussit à revendre le club presque 3 fois son prix d'achat. Est-ce que vous diriez que pour Colony Capital, cette vente pour un montant de 70 millions d'euros est une belle affaire? Oui, c'est une aubaine. Je pense. Nicolas Sarkozy a-t-il passé un deal avec le prince Tamim? La voix de Michel Platini contre le rachat du PSG à un prix avantageux. Ils ont mis des mois et des mois à En négocier. 2018, Ça n'en il revient finissait sur cet pas. épisode. Sébastien Bazin m'a demandé si je pouvais l'aider, mais c'était engagé déjà depuis bien longtemps. Ça s'est fait, je crois, aux alentours de 60 millions d'euros, et c'est là qu'est parti. Mais c'est pas moi qui ai dit à Tamim d'acheter le PSG ou à Sébastien Bazin de vendre le PSG. Au moment où il y a justement quelques enchères et qu'il y a le prix qui doit être fixé, c'est Sébastien Bazin qui vous appelait pour dire est-ce que vous pouvez pas faire passer ce genre de message à QSI, aux Qatariens? Je vous ai écouté. Non, Sébastien Bazin voulait vendre le PSG. Il ne pouvait plus le diriger. Dans le dossier judiciaire, il existe un élément qui paraît contredire la version de l'ancien président de la République. La police a retrouvé des messages envoyés par Sébastien Bazin à un proche à propos du déjeuner de l'Élysée. Nicolas Sarkozy vient de m'appeler. Il déjeune aujourd'hui avec Tamim à l'Élysée. Je lui ai donné les messages clés. Sébastien. Nicolas Sarkozy m'a rappelé. Tamim confirme que le deal se fera après le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est précisément le jour du vote de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Vous avez dit le rachat du PSG, c'est une opération montée par Nicolas Sarkozy pour sauver Colony Capital. Oui. Oui, je le pense. Ça a sauvé Colony Capital et ça a permis aux Qataris d'avoir la Coupe du Monde. Bon, côté Qatari, perdre de l'argent investi par rapport à ce que ça a permis de solutionner, quand on voit le coût d'organisation de la Coupe du Monde, c'est rien en vrai. Dans les locaux de l'Office de lutte contre la corruption, en garde à vue, Michel Platini confirme les soupçons d'ingérence de Nicolas Sarkozy. Je me souviens que, alors que je me trouvais au Qatar, j'ai demandé une fois à l'émir pourquoi il rachetait le PSG. Il m'a répondu que c'est parce que Nicolas Sarkozy le souhaitait. Michel Platini est aussi interrogé sur les avantages qu'il aurait lui-même pu tirer de son vote pour le Qatar. Il semble que la carrière de son fils, Laurent Platini, faisait partie des discussions. Lors d'une perquisition réalisée dans le bureau de Sébastien Bazin, les enquêteurs retrouvent une note manuscrite. En anglais, elle paraît résumer son rendez-vous du 28 avril 2011 avec le futur patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi. 70-30, cela semble correspondre aux modalités de la vente du club. 2 mois plus tard, les Qataris achèteront effectivement 70% des parts du PSG. C'est la dernière ligne qui est problématique pour Michel Platini. Le nom de son fils y est mentionné avec une indication de salaire, 150 000 euros. La même année, Laurent Platini deviendra le directeur de la société qatari, Burdasport. Interrogé sur ce point, Sébastien Bazin nie en bloc. Selon lui, il n'y a pas eu de contrepartie à l'acquisition du Paris Saint-Germain autre que le prix de cession, et ajoute « L'embauche de Laurent Platini chez Burda n'a aucun lien avec cette acquisition. Cette embauche chez Burda n'a jamais été abordée durant les négociations pour la cession du PSG. » Michel Platini est sur la même ligne. Il a toujours affirmé que la carrière de son fils n'a rien à voir avec son vote. Mais l'affaire du Qatargate semble l'inquiéter. Il cherche du soutien au plus haut niveau de l'État. En mars 2018,
Mediapart révèle que Michel Platini, accompagné de son ami journaliste Jacques Vendroux, est reçu à l'Élysée. Il remet une note au président Macron sur sa situation judiciaire. Il espère de l'aide. Un an plus tard, il est placé en garde à vue. Son téléphone est mis sur écoute. En ligne avec son communicant, il est furieux contre Emmanuel Macron. Je vais aller lui mettre le couteau sous la gorge à l'autre. L'icône populaire menace de quitter la France. Soit on me blanchit complètement, soit je me casse. Au revoir et c'est fini. Il appelle aussi Jacques Vendroux, qui s'engage à faire passer le message. J'ai le président en direct sur France Info pendant 40 minutes. Je vais essayer de lui parler de toi, en tête à tête. Si le journaliste reçoit effectivement Emmanuel Macron, il n'arrive pas à lui parler après le direct. Mais il en discute avec le conseiller au sport du président et répète cette conversation à Michel Platini. Je lui ai simplement dit « Putain, là c'est chaud ce que vous avez fait à Michel. La garde à vue, etc. Il ne le prend pas très bien, même très mal. » Il m'a dit « Oui, je sais. C'est tout. » Le message a-t-il été reçu ? 4 mois plus tard, Michel Platini est invité sur RTL. Michel Platini, vous avez été amené, que ce soit en tant que joueur ou que dirigeant, à croiser, à rencontrer plusieurs présidents de la République, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Et il y a un de ces présidents qui a quelque chose à vous dire ce soir. Bonjour, cher Platoche. Je voulais, cher Michel, passer un petit message d'amitié. Vous avez fait rêver des générations entières, dont la mienne. Et donc merci pour ça. Je sais que les dernières années ont été dures, que les blessures ont parfois été profondes, que le sentiment d'injustice aussi est là. Et au fond, j'avais un message. C'est ce message d'admirateur. Bravo, merci et revenez. Ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir au chef de l'État Emmanuel Macron. Ça vous touche ou pas ? Je crois que je vais m'évanouir. Pourquoi ? Vous êtes ému là ? Oui, je suis très très ému, oui. Pourquoi ? J'ai aucun doute que la justice l'ait interprété comme une forme de pression. On ne peut pas rentrer dans sa tête et savoir quel était son objectif en faisant cette déclaration-là. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est inadapté à la mission qui est celle d'un président de la République. Nous avons contacté l'Élysée le 7 octobre concernant cet épisode. Nous n'avons pas eu de réponse. Dans cette affaire, la justice n'a prononcé aucune mise en examen. En 8 mois d'enquête, nous avons sollicité 6 fois Michel Platini, envoyé 15 messages aux autorités qataries et 3 emails à Nicolas Sarkozy. Toutes ces demandes d'interview sont restées lettres mortes. Il manque une information à ce reportage. Quel avantage l'ex-président Nicolas Sarkozy a-t-il retiré de ses manœuvres en coulisses ? Eh bien, il faut chercher bien sûr en direction du géant du tourisme, le groupe Accor. Dès son départ de la présidence en 2017, Sarkozy a obtenu un poste bien payé au conseil d'administration du groupe, dont le Qatar est gros actionnaire. Son salaire était de 86 000 € par année en 2018, sans parler des conférences rémunérées. Excellente soirée à vous, très belle semaine et à bientôt. C'est l'unité d'élite de l'armée suisse, la crème des forces spéciales de la Confédération. Ces militaires surentraînés ont été engagés dans la plus grande discrétion en Ukraine et en Afghanistan pour exfiltrer des Suisses en danger. Leurs missions sont à haut risque pour eux-mêmes et pour la neutralité suisse. Pour la première fois, ces soldats d'élite se révèlent devant une équipe de télévision, un document rare et inédit.